Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informative News pour cette nouvelle édition de notre rendez-vous hebdomadaire sur l'activité de l'informatique et des télécoms. Et en ce beau lundi du mois d'avril, encore le mois d'avril, je suis en compagnie d'un rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on rentre directement dans le vif du sujet et on parle finalement d'un sujet qu'on aborde assez peu. C'est la problématique des bases de données open source, avec une initiative d'un intégrateur bien connu, Keops, qui pousse entre guillemets ses clients à basculer d'Oracle à PostgreSQL, sachant que, sauf pour ma part, Keops est un partenaire Oracle. Oui, effectivement, c'est un partenaire Gold. Effectivement, vous avez dit pas mal de choses, mais c'est le patron de Keops Technologies, Nicolas Leroy-Fleuriot, qui a poussé un coup de gueule, là, pour le coup, contre Oracle. Et ça, on en a déjà parlé, vous vous souvenez, on avait parlé du rapport du SIGREF qui pointait du doigt les grands éditeurs des logiciels, et Oracle était en haut de la pile. Là, en l'occurrence, le coup de gueule, c'est pour des contrats illisibles, des pratiques commerciales musclées, des audits qui poussent à passer aux nouvelles versions, un support qui n'est pas toujours au rendez-vous. Donc un certain nombre de griefs qui ont fait que, en gros, ils proposent au DSI d'engager une migration de la base de données Oracle vers PostgreSQL, qui considère aujourd'hui comme une base stabilisée et apportant à peu près le même niveau de fonctionnalité qu'Oracle. Donc c'est quand même... Attention pour les lecteurs qui ne connaissent pas, Keops est un des premiers intégrateurs français. Oui, c'est pas une boutique du coin. Donc c'est effectivement un élément important, c'est préoccupant, je suppose, pour Oracle. Maintenant, est-ce que les DSI vont suivre c'est pas une injonction, c'est une suggestion plutôt, ça on le verra, mais en tout cas, je dirais que c'est un changement majeur dans la politique commerciale d'un intégrateur important. Est-ce que c'est le premier d'une série ou est-ce que c'est juste un coup d'éclat? On le verra par la suite, mais en tout cas c'était un événement qui nous paraissait important à mettre en avant. Alors, autre sujet pour le coup, qui revient souvent en ce moment, c'est le sujet de l'hyperconvergence avec des nouveaux acteurs bien connus, Nutanix, SimpliVity qui a été HPE. J'allais dire, les historiques ne restent pas de marbre et renouvellent un partenariat, en l'occurrence, je faisais référence à Dell EMC et Cisco. Exactement, donc en fait ils ont renouvelé un partenariat décennal, donc au départ, c'est entre Cisco et Dell EMC. Là, quand on monte 10 ans en arrière, on est au tout début de... On parlait d'ailleurs pas d'hyperconvergence, on parlait seulement de convergence. Donc Cisco était le premier dans le domaine, et en fait ils avaient au départ créé une entité commune qui s'appelait VCE pour la commercialisation de ces systèmes convergents. Et donc là, c'était autour de la technologie VBlock. Et là, ils ont renouvelé ce partenariat autour toujours de la technologie qui a évidemment évolué. Donc on a toujours des serveurs Cisco, les serveurs UCS. On a des commutateurs Nexus de Cisco. On a du stockage de chez Dell. Logiquement. Et évidemment, on a de la virtualisation de chez VMware pour faire un packaging complet avec le support de Dell EMC. Donc c'est je dirais, comme vous le disiez, on a parlé il n'y a pas très longtemps de l'accord entre HPE et Nutanix. Bon, c'est un peu le réponse du berger à la bergère, et ça veut dire que, on sait que Cisco Dell EMC, c'est un acteur de poids, donc c'est pas n'importe qui. Donc les cartes sont un petit peu relancées. Et, bon, évidemment, il aurait été surprenant que, pourquoi ce partenariat n'a pas été prolongé? Je pense qu'il est bénéfique pour tout le monde. Mais en tout cas, là aussi, c'est quelque chose de significatif. Alors, pour suivre, Guy, on parle, comme d'habitude, j'allais dire, comme chaque semaine, de finances, avec les résultats trimestriels et les divers résultats financiers. On ouvre le bal avec Microsoft qui va mieux que bien, pour résumer un peu la situation. Le résultat de la transformation engagée par Satya Nadella est là, financièrement. Alors effectivement, les résultats sont supérieurs aux attentes. Et alors finalement, c'est presque ça ce qui est le plus important. C'est-à-dire que parfois, vous avez des résultats qui sont un petit peu en dessous des attentes. Et même s'ils sont bons, ça a un effet dévastateur. Là, c'est le contraire. Mais sauf qu'ils sont supérieurs aux attentes et ils sont bons. Donc on a un chiffre d'affaires. Alors on ne parle pas souvent des chiffres d'affaires trimestriels parce que ça a un intérêt limité, mais
il y a parfois des événements qui font que c'est important, enfin c'est intéressant. Là, on est à un chiffre d'affaires trimestriel de plus de 30 milliards de dollars, d'ailleurs réparti moitié-moitié entre produits et services. Donc ça aussi, c'est assez un bon mix. Ouais. 30 milliards de dollars en croissance de 14%, des bénéfices, près de 9 milliards de dollars de bénéfices, en croissance de 19%. Donc vous voyez que finalement ça marche plutôt pas mal pour Microsoft. Et dans tout ça, donc, il y aurait beaucoup de chiffres à donner, on n'en donnera qu'un seul, c'est Azure. Azure est en croissance de plus de 70%. Donc c'est vraiment dans toutes les, je dirais, toutes les solutions qui sont proposées par Microsoft, c'est ce qui et ça corrobore d'ailleurs un peu ce qu'on dit par ailleurs quand on sur le marché du cloud public. Voilà, où on dit que Microsoft est en train, alors est encore assez loin d'AWS, mais est en train de se rapprocher, dégager comme le challenger second, et donc ça corrobore très bien. En tout cas, Microsoft se porte plutôt bien. Bon, bah écoutez, on avait reçu le patron de Microsoft France il y a quelques semaines. Hein. Effectivement, on sentait bien que la dynamique était bonne. Alors on continue avec un autre acteur du secteur, SAP. Là, pour le coup, j'allais dire, c'est pas tout à fait la même histoire. Alors, je dirais que les résultats sont assez bons, mais ils sont plombés par, en gros, une charge exceptionnelle, puisque SAP avait annoncé, il n'y a pas très longtemps, le licenciement de plus de 4000 personnes, 4400 personnes. Donc, il y a une charge provisionnelle qui tombe ce trimestre-là, et ce qui fait que on a un chiffre d'affaires de un peu plus de 6 milliards de dollars qui est en bonne progression, et ça se traduit par un bénéfice net en fait, négatif, donc des pertes de plus de 100 millions de dollars, parce que cette charge est de l'ordre du milliard de dollars, donc c'est important, ce qui fait qu'on a un résultat en demi-teinte pour SAP, alors que les fondamentaux sont bons, sauf qu'ils licencient quand même 4000 personnes, c'est important, c'est un peu embêtant. Donc, mais ça n'entrave pas le futur pour l'entreprise. Et là encore, le cloud est également, alors quand on parle de cloud chez SAP, c'est du SaaS plutôt, c'est des applications en mode as a service, puisque SAP n'a pas d'offre IaaS, si je puis dire. Donc, bon, à suivre, si je puis dire, pour SAP. Bon, très bien. Et on conclut cette parenthèse financière par Facebook et la fameuse histoire de Cambridge Analytics, qui finalement pourrait coûter quand même quelques dollars à Facebook. Quelques dollars, effectivement. Alors, il y a des chiffres qui sortent en gros, la fourchette, c'est entre 3 et 5 milliards de dollars. Donc, c'est comme vous le disiez pour l'affaire Cambridge Analytica, où en gros, c'est un développeur qui a engagé un développement comme ça se fait, qui a pu accéder à la plateforme et qui a pu finalement, de fil en aiguille, redonner des millions de coordonnées d'utilisateurs Facebook. Et donc, entre 3 et 5 milliards d'amendes par le régulateur américain, c'est important, mais ça n'a pas empêché Facebook, qui a mis ça en provision, de faire des bénéfices de 2,5 milliards de dollars. Bon. Donc ça veut dire qu'ils en ont encore sous le pied. Donc ça donne peut-être aussi c'est une incitation pour d'autres régulateurs de se dire finalement c'est peut-être pas assez. Continuons dans cette voie. Très bien dit. Ça, c'était pour les sujets, j'allais dire en bref, de la semaine. Pour le sujet de la semaine, c'est une étude comment dirais-je, d'Axience, hein, un autre intégrateur bien connu, dont d'ailleurs on avait reçu le directeur technique il y a quelques semaines, Yves Pellemans, et qui justement fait le point sur cette problématique de data center à l'aune, si je puis dire, du cloud, qui est effectivement, non pas une évolution pour le coup, mais une vraie révolution dans la logique de gestion d'un data center. Alors, ça confirme un peu, finalement, c'est intéressant, parce que quand on a ces rapports qu'on a régulièrement, soit ils détonnent par rapport au reste, et donc là, c'est intéressant de voir, soit ils confirment des tendances, et là, je dirais que c'est la confirmation que... Alors, la première indication, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement, les data centers ne vont pas aller en diminuant. Ils vont continuer à prospérer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que malgré bien que les entreprises aillent vers le cloud, mais ils gardent toujours des data centers en propre. La deuxième chose, c'est que, alors c'est à horizon 2021, la majorité des data centers sera
seront en mode cloud privé. C'est-à-dire ils fonctionneront comme un cloud. Donc ça veut dire qu'en gros, l'idée c'est qu'on aura les métiers auront un tableau de bord, ils pourront provisionner des serveurs, des applications, des choses comme ça. Donc c'est un fonctionnement en mode cloud privé. Et puis qui, évidemment, obligera ou incitera les DSI à fonctionner en cloud hybride, puisqu'ils vont d'un côté, ils vont vers le cloud public, hein, c'est déjà bien en totalité ou partiellement, mais la plupart du temps partiellement. Ils développent en interne des solutions de cloud privé, et donc évidemment la nécessité d'avoir du cloud hybride qui mélange les deux, et sur le cloud public plusieurs intervenants, et donc faire du multi-cloud va s'imposer. Donc c'est vraiment la tendance qui arrive. Et donc il y avait, je dirais, les 4 enjeux principaux qui sont pointés par cette enquête. La première, c'est la cybersécurité, qui vient assez largement en premier, donc ça ne surprendra personne, mais enfin en tout cas il faut le signaler. La deuxième, c'est la maîtrise des coûts. Parce que ça ne surprendra pas non plus. On dit comment ? Ça ne surprendra pas non plus. Non, mais alors effectivement, au cloud public, on dit toujours oui, c'est bien parce que c'est standardisé, industriel. Et puis bon, faut regarder quand même. Et la maîtrise des coûts, ça. Et puis surtout, on peut engager tout un tas de dépenses. On peut ouvrir des serveurs, on peut ouvrir des applications, mais faut pas oublier de les fermer. Même si parfois on peut fonctionner en mode serverless. Donc là, ça s'impose pas. La troisième, c'est la conformité réglementaire. Donc là, il y a eu l'effet RGPD qui fait un peu tache d'huile. Et puis la quatrième, qui va c'est un peu aussi dans l'air du temps, c'est la digitalisation des métiers. Donc en gros, c'est la transformation numérique. Donc c'est les 4 préoccupations. Et bon, c'est ça. Là, on retrouve des choses qu'on avait effectivement déjà vues très régulièrement. Par ailleurs. Très bien. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, Guy, l'événement que vous avez retenu, c'est le Red Hat Summit qui est à Boston cette année. Oui. Alors, j'ai dit, c'est en soi déjà un événement, mais là, ça l'est d'autant plus avec le rachat par IBM. Exactement, donc ce sera le premier Red Hat Summit depuis le rachat par IBM, donc c'est du 7 au 7 mai à Boston, comme vous avez dit, et c'est pour ça qu'on verra un peu, d'ailleurs je crois que Ginny Rometty sera intervenant en conférence plénière, donc ça montre bien que IBM a repris les choses en main. Et puis aussi, il y aura une annonce importante, puisque la version de Red Hat Enterprise Linux, donc la version Linux de Red Hat, la version commerciale, la version 8, dont la bêta avait été annoncée en novembre dernier, devrait être annoncée version finale, à cette occasion-là, du Boston Summit. Donc c'est quand même, je dirais, le Linux le plus diffusé en entreprise. Donc c'est un événement important. La dernière version, la version 7, remonte à 2014, donc vous voyez 5 ans. Oui, c'est pas tous les matins. C'est des cycles assez longs, et on n'est pas dans l'évolution continue, mais là on est encore sur des nouvelles versions. Mais bon, on ne parle pas de millions de PC, on parle de milliers de serveurs. C'est une autre histoire. Bon, on aura sûrement l'occasion d'y revenir après l'événement. Et puis on conclut par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors cette fois-ci, c'est un mauvais point, hein, parce que c'est le fameux nouveau smartphone pliable de Samsung qui a été livré cette semaine à la presse américaine. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que il y a quelques bugs. Hein. Voilà, donc sans faire de mauvais jeu de mots, on pourrait dire que l'écran pliable s'est plié. Donc c'est quand même un petit problème pour Samsung, parce que vous vous souvenez qu'il y avait eu le problème des batteries. Il avait fallu rappeler, là pour le coup, des millions de smartphones. On avait parlé de cet écran pliable, l'innovation technologique, il y a quelques semaines. Alors peut-être pas tout à fait un an, mais oui, on en reparlé nous, effectivement. Donc c'était effectivement, on n'avait pas bien d'ailleurs compris finalement quel était le réel intérêt d'avoir un écran plus grand, peut-être multi-applications, mais bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Il y a des PC pour ça ou des tablettes. Mais bon, en tout cas, la performance technologique méritait d'être soulignée. Voilà, on n'arrête pas l'innovation technologique. Et puis là, pour le coup, deuxième gros bug. Donc c'est un mauvais point pour Samsung. La technologie ne sont pas prêtes pour dire les choses telles qu'elles sont. Et puis bon, est-ce que finalement, je dis, la technologie en soi, ça a un intérêt s'il y a une demande en face. S'il n'y a pas de demande, effectivement, ce sera bien d'avoir. Il y en aura quelques-uns, quelques utilisateurs
qui auront un smartphone pliable, mais ils se disent c'est un gros mais si en plus la moitié de l'écran part, ça risque de pas... Cela dit, il reste l'autre moitié, donc finalement c'est... Je vous trouve optimiste. Bon, bah écoutez, on conclura sur ce bug de lancement de Samsung, en espérant qu'ils aient les moyens de résoudre le problème, mais c'est que finalement ça semble pas très évident. En attendant, merci Guy, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatic News Hebdo. À très bientôt, merci.